Bonjour à toutes et à tous, il est 13 heures pile. Nous allons pouvoir commencer cet épisode 12 des webinaires du réseau Défi Ferme. Alors, je me présente, je m'appelle Clémence, je suis chargée de la coordination, l'animation et la valorisation des résultats pour les filières arboriculture et viticulture du réseau Défi. Heureuse de tous vous accueillir. Avant de commencer, je voulais prendre un petit instant pour rappeler ce qu'est le réseau Défi, notamment pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Le réseau Défi est un réseau partenarial financé dans le cadre du plan Ecophyto pour réaliser 2 principales missions. Premièrement, accompagner des agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction des phytos et de changement de pratique de manière plus générale. Et ensuite, produire des connaissances et références appropriables sur les pratiques et systèmes de production à bas niveau d'utilisation des phytos. Aujourd'hui, principalement, ces connaissances et références se construisent à la fois sur des essais de terrain et des retours d'expérience, et aussi sur la collecte des données techniques des systèmes de culture qui appartiennent au réseau. Il est à ce jour constitué de 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler des pratiques agricoles avec comme objectif de réduire leur utilisation des phytos. Le réseau Défi compte aussi une quarantaine de projets d'expérimentation actuellement qui sont sur leur fin. Ces projets d'expérimentation testent et évaluent des systèmes de culture innovants, utilisant les produits phyto en ultime recours. Le réseau est présent sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Il couvre l'ensemble des filières et rassemble les principaux acteurs de la recherche et développement en agriculture. Pour citer rapidement, tous ces partenaires et acteurs, le réseau rassemble les réseaux des chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et les organismes de recherche tels l'INRA ou le CIRAD. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le réseau Défi sur notre page, sur, le site Ecophytopic, dont, on vous met le lien actuellement dans le chat. Et on en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les replays et productions du réseau, replays des webinaires, mais aussi vidéos, fiches techniques, pages web, sur le site Ecophytopic. Notamment la synthèse rédigée à l'occasion des 10 ans du réseau qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des phytos à l'échelle de la France. Et donc on vous met aussi le lien de cette synthèse en description. Dans cette série de webinaires, nous revenons sur les résultats de terrain qui permettent de soutenir chaque jour cette démonstration. Et donc aujourd'hui, avant de laisser place aux interventions, je vais vous, présenter, nos 2 ingénieurs réseau. Juste avant, petit point logistique, vous pouvez que poser vos questions dans l'onglet Q et R, pas dans la description, enfin dans le chat, mais vraiment dans l'onglet Q et R. Et au moment voulu, après leur présentation, nos 2 intervenantes prendront le temps d'y répondre. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. Nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé. Vous trouverez les liens du chat dans la description de la vidéo. Et donc, on vous retransmettra le lien du replay une fois le webinaire fini. Aujourd'hui, nous accueillons 2 ingénieurs réseau de 2 filières différentes, Célia Bréjon en viticulture et Julie Pradal-Mézel en arboriculture. Le sujet de notre webinaire est la mise en place de l'éco-pâturage en culture pérenne. Nous commencerons d'abord avec l'intervention de Célia. Célia, tu es hier donc ingénieure réseau à la Chambre régionale des Pays de la Loire et tu animes un groupe de 10 viticulteurs dans le Muscadet. Parmi les problématiques de travail de ton groupe, on retrouve la recherche d'alternatives au désherbage chimique. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les travaux du groupe de Célia sur la page Ecophytopic dédiée. Le lien est mis à l'instant dans le chat. Célia, tes agriculteurs ont alors choisi de tester plusieurs stratégies et leviers euh, pour essayer de réduire leur IFT en herbicides, notamment l'éco-pâturage. Et c'est de ces essais dont tu vas nous parler aujourd'hui. Je te laisse la main. Oui, merci Clémence. Donc bonjour à tous et à toutes. Je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Bon,
Tu peux, Ouais. voilà, Ok, parfait. merci. Donc, comme tu viens de le dire, Clémence, moi, je suis Célia Bréjon. Donc, je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et j'anime un groupe défi avec des viticulteurs donc, qui sont basés dans le Muscadet. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'éco-pâturage. C'est un levier qu'un des vignerons de mon groupe a mis en place sur son domaine, notamment pour se passer de l'utilisation des herbicides en viticulture. Donc, tout d'abord, je vous fais une petite présentation du domaine pour recontextualiser comment il en est arrivé à la pratique de l'éco-pâturage. Donc, c'est un vigneron qui s'appelle Édouard Massard, qui a un domaine de 15 hectares situé sur la commune de Château-Thébault. Donc, je vous ai mis une petite carte. Château-Thébault, ça se situe au sud de Nantes. Et donc, lui, il est dans l'appellation Muscadet-Sévrémen. Et puis, il a aussi des parcelles en crus communaux. Donc, il a repris un domaine en fait en 2013 qui était à l'origine en agriculture conventionnelle. Et petit à petit, il a converti son système pour aller vers un domaine en agriculture biologique. Donc, il a débuté la conversion en 2019. Et donc, pour ça, il s'est mis à arrêter les désherbages chimiques et à plutôt travailler les sols. Mais c'est une technique en fait dont il n'est pas 100% satisfait, le travail du sol, parce qu'il trouve que ça a un impact sur le bilan carbone plutôt négatif, parce que ça nécessite beaucoup de passages de tracteurs. Ça a un impact sur l'agronomie aussi qui lui plaît pas trop, parce que avec les passages tracteurs, on a du tassement du sol. On a un impact aussi sur la vie biologique des sols. Et c'est une technique qui est assez coûteuse en temps. Donc lui, son idéal, c'est de passer le moins possible en tracteur. Et donc, c'est comme ça que l'idée de l'éco-pâturage lui est venue. Il s'est dit que ça serait plus simple s'il laissait de l'herbe et que c'était géré par des brebis. Il a commencé l'aventure en 2019, tout d'abord avec une société qui faisait de la prestation d'éco-pâturage. Donc, je vais y revenir dessus un petit peu après. Et comme ça s'est bien passé, après, il a continué l'aventure avec l'acquisition de 3 brebis sur son domaine pour pouvoir faire un peu les expérimentations, voir comment ça se passait. Et comme c'était concluant, en 2022, il a acheté 15 brebis en plus. Et donc, ça lui fait un petit troupeau. Et avec, il a aussi un chien pour pouvoir gérer le troupeau. Donc, voilà où il en est aujourd'hui. Il a toujours ce petit troupeau. Il continue l'aventure. Et je vais vous présenter ça un peu plus en détail. Donc le tout début, c'était en 2019, comme je vous l'ai dit. Donc il a fait appel à une société de prestation qui faisait de l'éco-pâturage, donc à la base plutôt pour les communes, sur les espaces verts. Il a voulu faire ça parce qu'il ne se voyait pas tout de suite acquérir des brebis. Il ne savait pas si ça allait lui convenir, si les objectifs qu'il avait allaient être atteints. Donc c'était une manière de tester pour une première année. Donc, c'est la société qui s'est occupée d'installer en fait une clôture autour de la parcelle d'essai, d'amener les brebis. Et puis, elle faisait aussi de la surveillance toutes les semaines pour voir si tout allait bien. Donc, ça permettait de ne pas laisser le vigneron tout seul se débrouiller avec les brebis pour la première année. Et donc, l'expérimentation, elle s'est faite sur une parcelle qui faisait 70 arts et qui était une parcelle de cru. Donc, l'intérêt, c'est qu'il y avait une cuvée associée à cette parcelle. Donc, ça permettait aussi de faire de la communication auprès des consommateurs. Et donc, les brebis, elles ont été mises sur cette parcelle pendant 4 semaines à la fin de l'hiver, donc du 22 février au 21 mars. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais en fait, les brebis, une fois que la vigne débourre, on ne peut pas les laisser dessus pour le moment. Donc voilà, ils ont fait ça en fin d'hiver et l'objectif, c'était qu'après le pâturage des brebis, il n'ait pas besoin d'intervenir, aussi rapidement qu'habituellement pour, commencer à travailler les sols, qu'ils puissent démarrer plus tard, voire carrément supprimer un passage en travail du sol. 2e objectif, c'était aussi, s'ils commencent pas le travail du sol tout de suite, ça permet d'avoir un peu plus de portance notamment dans les interrants et de pouvoir intervenir s'il faut traiter tôt dans la saison, parce que parfois ça se fait dans des conditions où le sol est encore humide. Et l'idée aussi de cette première expérience, c'était de voir est-ce que les brebis, nettoyaient bien le pied des ceps et notamment les plantes parfois vivaces, qui sont un peu grimpantes, sur les pieds. Donc les résultats de cette première expérience ont été, plutôt positifs. Là, je vous ai mis donc des photos, en haut, c'est une vue d'ensemble de la parcelle et en bas, c'est, une vue plus ciblée autour d'un pied qui était un peu envahi de lierre. Et donc tout à gauche, c'est avant que les brebis arrivent et puis au fur et à mesure, qu'elles sont là, donc à 11 jours, 21 jours et puis 27 jours, tout au bout. Donc on voit visuellement quand même qu'il y a
bah, il y a une diminution de l'herbe sur la parcelle et puis c'est assez marqué sur le lierre, hein, toutes les feuilles à la fin, sont mangées. Voilà, donc de cette première expérience, le viticulteur, il était assez satisfait et donc il a poursuivi et maintenant il a son petit troupeau. Hem, alors donc concrètement, comment ça se passe, comment il met en place aujourd'hui ça sur, son exploitation et puis, pratico-pratique, voilà, comment ça fonctionne? Donc comme je l'ai dit, en fait, les brebis, pardon, restent dans les vignes, seulement à l'automne et à l'hiver, donc à peu près 6 mois de l'année, après les vendanges, donc autour du mois d'octobre et ils les retirent juste avant le débourrement, donc plus ou moins autour de fin mars selon les années. Tout simplement parce que sinon les brebis, elles pourraient manger les bourgeons et après les feuilles et les grappes parce elles sont au niveau des vignes. Donc il ne peut pas prendre ce risque-là, donc les 6 autres mois de l'année, pour l'instant, elles sont, dans des champs. Donc comment ça marche? En fait, lui, il les met en place sur des sortes de micro-parcelles qu'il va délimiter avec, une clôture, mobile et électrifiée. Donc il met en place une clôture parce qu'il est sur une zone où il y a pas mal d'habitations autour et il y a aussi des routes assez passantes. Donc il peut pas prendre le risque que les brebis se baladent, partout. Ça pourrait être dangereux. Hem Et l'intérêt de la clôture mobile, c'est qu'en fait, comme il les change assez souvent, d'endroit, bah, ça permet de pas avoir des clôtures, qui restent en place, autour des vignes. Et donc ces brebis, il les déplace assez régulièrement, soit de parcelles, parce qu'il a pas tous ses parcelles dans un même îlot, soit pour les emmener au champ et donc les déplacements se font, en camionnette. Donc au début, c'était un petit peu compliqué quand il avait que 3 brebis parce qu'il y avait pas d'effet de troupeau et donc les brebis partaient chacune dans leur sens, c'était un peu rocambolesque. Mais maintenant qu'il a donc un petit troupeau et puis surtout un chien, bah, la gestion des déplacements est un peu plus simple. Hem Je vous ai dit, en fait, il délimite, des micro-parcelles parce qu'il s'est rendu compte que, s'il laissait les brebis sur un espace, grand, bah, en fait, elles allaient pas, manger l'herbe, partout. Elles allaient en laisser à certains endroits et donc pour lui, le plus efficace, c'est de mettre les brebis sur, des micro-parcelles de 15-30 ar, et de toutes les mettre au même endroit et puis il les laisse le temps qu'elles mangent tout et après il change d'emplacement. Donc la durée, elle est variable, ça dépend, bah, de la hauteur de l'herbe qu'il y a, à la base et quand il voit qu'il y a plus assez à manger pour les brebis, il les déplace. Et donc actuellement avec ce système et avec son petit troupeau, là, ces dernières années, il les a fait pâturer, en fait, sur 2 hectares de son domaine. Il y a certaines parcelles où elle repasse, plusieurs fois parce qu'entre, novembre et puis mars, l'herbe repousse et donc son objectif final, c'est d'avoir, en fait, de l'herbe, à un niveau, très bas qui soit pas concurrentiel, en fait, pour la vigne, au niveau du cavaillon, hem et que ça lui permette quand même d'avoir un peu de portance dans l'interrang. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu un tapis style, green de golf, à la fin du pâturage, par les brebis. Voilà. Juste un petit focus sur, le choix de l'espèce. En fait, il a choisi des brebis d'Ouessant. Alors déjà, c'était les types de brebis que la société de prestation avait en 2019 et ça lui a très bien convenu, donc il est parti sur la même espèce et pourquoi cette espèce-là? 1er critère, c'est qu'elle est assez rustique. C'est des brebis qui sont assez autonomes, qui demandent peu d'entretien, donc faut bien sûr un peu de surveillance, pour voir si elles sont pas blessées, si elles s'enfuient pas, leur apporter de l'eau mais sinon, il y a pas beaucoup plus d'entretien et donc ça, c'était un critère important pour le viticulteur parce qu'avant tout, c'est un vigneron et non un éleveur. Donc il voulait pas avoir à passer son temps à s'occuper du troupeau non plus. 2e choix pour cette espèce, c'est parce que c'est une espèce de petite taille qui fait 45 centimètres de haut et c'est un avantage parce que les fils porteurs dans ces vignes sont à une hauteur de 60 centimètres. Donc ça leur permet de passer aisément sous le fil comme vous pouvez le voir, sur les photos. Et donc, ça évite qu'elles aient besoin de sortir de chaque rang, de contourner par les tournières, parce que sinon là, bah, ça aurait été beaucoup moins, efficace. Elles auraient pas forcément mangé aussi bien l'herbe au niveau du cavaillon. Un autre critère aussi, c'est une espèce un peu, enfin quasiment locale parce qu'elles sont d'origine de Bretagne et ça, voilà, c'est quelque chose de personnel qui tenait à cœur aux viticulteurs. Et puis, également, en fait, il y a un côté préservation de l'espèce, parce que c'est des espèces qui ne sont pas du tout exploitées pour l'élevage à cause de leur trop petite taille, donc ni pour la viande, elles sont pas
non plus utilisé pour la laine. Donc voilà, lui, son idée, c'était aussi de protéger une espèce qui en avait besoin. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elles sont un peu sauvages et qu'elles font pas ce qu'elles ont pas envie de faire. Donc parfois, pour les déplacements, c'est un petit peu compliqué. Mais à part ça, il en est très content. Voilà. Donc en termes de résultats, par rapport à ses objectifs, bah, c'est plutôt bénéfique. Ça lui permet en fait vraiment de décaler son premier passage de travail du sol jusqu'à 4 semaines selon les années, voire de supprimer carrément un passage. Donc ça, c'était ce qu'il souhaitait. Et c'est un vrai gain parce qu'en fait, au niveau du printemps, il y a une quantité de travail assez importante en viticulture. Il faut finir la taille, il faut finir de plier les baguettes, il faut broyer les serments, il faut commencer les travaux des bourgeonnages. Parfois, il faut faire les premiers traitements contre les maladies. Donc, si au moins sur les surfaces où il y a eu les brebis l'hiver, il n'a pas tous ces travaux, il n'a pas le travail du sol à gérer, ben, ça lui permet de souffler un peu et de lui permettre une meilleure organisation pour le printemps. Et puis, donc ce qu'il a pu vraiment mettre en évidence, c'est que les brebis bah, mangeaient tout type de flore qui était présente sur sa parcelle, même des vivaces, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le lierre. Il y a seulement les mercuriales pour l'instant qu'elles ne mangent pas du tout. Donc ça, c'est très intéressant. Et bah, il continue par contre là d'étudier, est-ce que à terme, il n'y a pas une sélection de flore qui s'opère? C'est ce qu'il est en train de regarder un peu plus précisément. Et autre paramètre qu'il regarde aussi, c'est est-ce que les déjections en fait, des brebis ont un impact ou pas sur le sol d'un point de vue fertilisant et surtout impact sur la vie biologique des sols. Et donc là, je vous ai mis quelques photos de avant, après le passage des brebis. Donc en haut, vous avez à gauche bah, avant le passage et puis à droite après. En bas à gauche, vous avez, donc c'est une photo qui a été prise hein, au même endroit, un rang où à gauche, les brebis sont pas passées et à droite, elles sont déjà passées. Pareil sur les photos à droite, vous avez dans les rangs, elles sont passées et puis à côté, c'est la tournière où elles sont pas passées. Et sur la dernière photo en bas à droite, donc à droite, elles viennent de passer et à gauche, elles sont pas encore passées. Donc voilà, ça permet de voir quand même qu'on a une diminution de la hauteur de l'herbe, ce que le viticulteur souhaitait. Le bilan de cette pratique pour le vigneron, donc, bah, comme je viens de le dire, dans les avantages, il y a la diminution du nombre de passages tracteurs, ou en tout cas le décalage dans le temps, ce qui permet une meilleure organisation du travail. Un point positif aussi, c'est la communication envers ses consommateurs. Notamment, il fait de la vente directe, donc les personnes qui viennent au domaine peuvent voir les animaux, et donc ça a plutôt une image positive. Donc ça rejoint toute sa philosophie, il travaille beaucoup sur le préservement de la biodiversité. Voilà, il communique beaucoup là-dessus, donc ça va avec sa philosophie. Et puis, il y a aussi un aspect humain dans le travail qui est le plaisir, le côté plaisant en fait pour lui de travailler avec des animaux. Euh, et c'est un plaisir qu'il partage avec ses salariés. Et puis, ça permet un peu des fois de sortir la tête du guidon. Quand on est tout le temps dans ses vignes, bah, on fait un peu autre chose. Et pour lui, c'est vraiment un côté plaisant, un petit plus dans son métier. Bah, il y a quelques inconvénients aussi, ou du moins des points à améliorer. C'est quand même un chantier qui demande du temps d'organisation et de l'organisation parce que notamment il y a pas mal de transferts, il bouge souvent ses brebis, il faut quand même être présent pour voir si tout va bien. Donc c'est des choses qui sont pas à négliger si on se lance dans l'aventure. Et aussi la surveillance des brebis. Il a eu quelques mésaventures où les brebis se sont enfuies parce qu'il y a eu des passages de sangliers. Donc il a fallu aller les chercher à l'autre bout de la commune. Donc voilà, c'est des choses où il faut être un peu vigilant. Mais globalement, sinon, il est plutôt satisfait de cette pratique sur son domaine. Et pour conclure, en fait, je vous ai mis un petit peu ses perspectives dans les années à venir. Donc lui, il a un peu une utopie qui serait de ne plus du tout passer en tracteur dans ses vignes. Il avait dit une phrase qui était qu'il ne fait pas de vin nature, mais il veut des vignes nature. Et donc, il a un peu une parcelle en projet où il a planté des cépages résistants, donc pour ne quasiment plus avoir besoin de traiter, seulement un ou deux traitements. Et son idée, c'est de relever les fils porteurs à 80 centimètres de haut pour que les brebis n'aient plus accès aux bourgeons, feuilles, grappes et qu'ils puissent laisser les brebis toute l'année dans les parcelles. Et donc, ça lui permettrait bah, de gérer l'enherbement sans faire de passage tracteur. Donc, pour l'instant, il n'a pas encore pu mettre ça en place parce il a des problèmes pour relever les fils porteurs à cause de la hauteur des piquets. Et comme nous, on est sur des vignes étroites, il y a un enjambeur, donc l'enjambeur ne peut plus passer.
Mais il est en train de voir parce que cette parcelle-là, il l'a plantée en 2 mètres, donc il pourrait passer des tracteurs interlignes, mais il n'a pas encore l'équipement. Voilà, donc ses projets un petit peu pour la suite. Et bah, il aimerait bien aussi pouvoir travailler sur plus de surface dans son vignoble, mais avec son troupeau, pour l'instant, il peut pas faire plus et il peut pas non plus l'agrandir parce que là, ça devient un autre métier, celui d'éleveur, ce qu'il n'est pas pour l'instant. Euh, Moi, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à poser des questions. Et je ne sais pas si on a partagé aussi dans le chat, mais j'avais fait une vidéo bah, de son témoignage justement sur les éco-pâturages, donc vous pourriez y accéder si vous voulez en savoir un peu plus. Merci Célia. Effectivement, vous pouvez retrouver dans le chat les liens de la vidéo dont Célia nous parle. Merci beaucoup pour ta présentation. N'hésitez pas à poser des questions maintenant. C'est le moment où vous pouvez demander à Célia tout ce que vous voulez et on va lui partager les questions que vous mettez donc dans l'onglet Q et R. Et alors, on va commencer avec une première question pour toi, Célia. Pourquoi ne pas être resté avec un prestataire et avoir choisi enfin, de devenir pas éleveur, mais d'avoir son propre troupeau? Ouais. Alors, en fait, il a pas continué déjà parce que bon, c'était vraiment à l'échelle d'expérimentation et c'était pas vraiment rentable ni pour lui, ni pour, la société prestataire puisqu'elle avait plus l'habitude de travailler, sur des grands espaces verts. Là, la mise en place était un peu plus complexe, demandait plus de temps, donc c'était pas forcément un système viable et lui avait aussi l'envie, bah, d'avoir les animaux, sur son exploitation. Très bien, merci pour ta réponse. Autre question, question d'Aline Bois. Vous avez présenté ce projet d'un agriculteur. Quelle diffusion au sein du groupe Défi et quelle réception dans la zone? Ouais. Bah, moi, dans mon groupe, c'est le seul qui pratique ça, en fait. Donc lui, c'est son levier, hein, dans mon groupe sur la thématique alternative des herbages, chacun a des leviers, pas forcément les mêmes. Donc au sein du groupe, c'est le seul et après dans le vignoble, bah, on a plusieurs projets qui se montent autour de ça. Heu voilà, donc il y en a qui ont des troupeaux, il y en a qui essayent plutôt d'essayer de partir avec des associations, avec des éleveurs. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Heu, voilà ce que je peux en dire pour le moment. Et du coup, quelle est la grosse différence avec une association, avec un éleveur? Ouais. Bah, lui, il a le viticulteur, donc c'est lui qui doit s'occuper du troupeau. Il y a pas du tout de finalité, il y a pas de consommation à la fin de viande ou bien de production de laine, c'est vraiment que pour le côté pâturage. Et l'association avec un éleveur, je pense l'avantage, c'est quand même que c'est l'éleveur qui gère tout le troupeau et derrière, il y a une finalité à l'élevage des moutons. Très bien. Ensuite, en termes de réduction des IFT, de combien est l'objectif à atteindre? Autre question. Heu, Bah, alors là, sur la question des herbicides, lui, il a totalement arrêté, donc il a plus du tout d'herbicides. Et après, enfin, je sais pas si c'était sur les herbicides la question ou les IFT Ouais, totaux, je pense. ouais. Enfin, sur les herbicides, il en utilise plus du tout lui, du coup, en alliant éco-pâturage et travail du sol, hein, bien sûr, il y a les 2. Très bien, merci pour tes réponses. On a encore le temps pour quelques questions. Une question de Céline Vénaud. Ces parcelles sont-elles regroupées autour de l'exploitation? À quelle distance max les moutons sont-ils déplacés? Ouais. Donc ces parcelles, ils sont sur, en gros 3-4 îlots, toutes, on va dire, à 5 kilomètres de l'exploitation. Donc voilà, on est sur des déplacements autour de 5 kilomètres pour les brebis, parfois peut-être un tout petit peu plus pour les champs, mais ça reste des déplacements pas trop longs. Très bien. Une autre question, de Théo Guffroy. Le problème de l'éco-pâturage en Viti est souvent la gestion des animaux en dehors des périodes de pâturage. Comment s'organise votre viticulteur sur l'alimentation et le logement? Alors, bah, donc comme j'ai dit, ils restent dans les vignes tout l'automne et l'hiver.
Et donc, pour le printemps et l'été, où il va dans dans des champs, bah là, lui, il a quelques parcelles de champs et sinon, il s'arrange avec des voisins qui ont des champs à pâturer, à entretenir. Et en fait, pour l'alimentation, c'est essentiellement le pâturage, hein. Il a pas il a pas d'apport en plus, ça suffit et c'est juste des apports en eau, qui se font en plus. Très bien. Autre question, est-ce qu'il y a une ouverture pour faire passer les brebis chez des voisins? Heu, Bah, lui, c'est quelque chose qu'il aimerait bien ouais, bien pouvoir mettre en place en s'associant entre plusieurs viticulteurs, agriculteurs et pourquoi pas avec un éleveur, mais c'est pas si simple à mettre en place que ça, donc pour l'instant, ça en est pas à ce stade-là, mais c'est quelque chose qui serait envisageable, que lui aimerait bien pouvoir mettre en place. Mais après, voilà, il faut réussir à trouver les accords entre les différents viticulteurs, agriculteurs, trouver un éleveur et ça demande un petit peu d'organisation, quoi. Merci. Et on va prendre une dernière question. Que pensez-vous d'une production symétrique de viande et de raisin? Heu, Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est sûr qu'on pourrait peut-être faire les 2. Et là encore, je pense que ça se fait plus quand il y a une association avec un éleveur, parce que lui, bah, il est pas du tout éleveur, donc ça fait beaucoup à gérer, ou alors il faudrait que, voilà, dans son exploitation, il s'associe vraiment avec un éleveur qui gérerait, toute cette partie-là, mais c'est tout à fait envisageable, je pense. Super. Bon, merci beaucoup Célia pour toutes tes réponses. Alors n'hésitez pas, hein, à aller voir les liens, dans le chat, vers les différentes productions du groupe de Célia. Et vous avez aussi ses coordonnées, si jamais vous avez, d'autres questions. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre webinaire et nous partons en arboriculture. Notre deuxième intervenante est Julie. Julie, tu es ingénieure réseau à la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Ton groupe se compose de 10 agriculteurs qui produisent majoritairement, pardon, des pommes et des poires et leurs vergers sont situés plutôt en altitude. Vous retrouverez, en direct dans le chat le lien vers la page groupe de Julie, où vous pourrez retrouver tous ses travaux. Julie, certains de tes agriculteurs se sont associés avec des éleveurs qui font pâturer leurs bêtes dans les vergers. Je te laisse la main pour, nous en dire un peu plus sur le sujet. Bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous parler du pâturage des vergers à l'automne par des ovins. Tout d'abord, les Hautes-Alpes. Donc en fait, on a à la fois une production d'élevage ovin dans les Hautes-Alpes, où on a à peu près les 2 tiers des exploitations qui sont spécialisées dans les élevages ovins. Et ça représente le premier cheptel de la région PACA avec plus de 250 000 ovins, donc à peu près le double d'habitants par rapport aux Hautes-Alpes. Ensuite, au niveau de l'arboriculture, c'est la première richesse du département. On est les deuxièmes producteurs de poires d'hiver au niveau national et troisième producteur de poires d'été. Et on est le sixième producteur au niveau national de pommes au niveau de la surface. Je vous ai entouré en bleu la zone de production arboricole des Hautes-Alpes, et notamment ce qu'on appelle la zone Nord-Sisteron, où le pâturage à l'automne est pratiqué. Alors, pourquoi le pâturage à l'automne? Pourquoi le pâturage des vergers? C'était une pratique ancestrale, parce que souvent on avait des exploitations qui avaient à la fois de l'élevage et de l'arboriculture. Par contre, qui a été remis au goût du jour justement pour trouver une alternative à la gestion de l'enherbement. Et il manquait des références pour la mise en place par les agriculteurs, puisque maintenant on a plus des exploitations spécialisées soit en élevage, soit en arboriculture. Et on voulait dresser un état des lieux des pratiques. Donc c'est pour ça à l'époque on avait créé un groupe 30 000 et en plus avec le groupe Défi en lien où il y avait déjà du pâturage qui était pratiqué. Et aussi pourquoi on avait fait ça, parce qu'on a eu plusieurs années de sécheresse, notamment pendant les périodes estivales, où potentiellement il y avait un manque de fourrage pour les animaux. Et nous, dans les vergers en aspersion, notamment en aspersion sur frondaison, on a de l'herbe qui est présente au niveau de l'interrang. Donc on s'était dit que les deux productions pouvaient mutuellement se rendre service. Pour cela, on a réalisé une enquête, c'est une enquête qui est de 2018,
où on avait justement enquêté à la fois des arboriculteurs qui pratiquaient, des éleveurs qui pratiquaient et aussi des gens intéressés par la pratique. Souvent, on a une association d'un éleveur avec plusieurs arboriculteurs pour qu'ils puissent avoir suffisamment de surface pour pâturer une partie de l'automne et de l'hiver. Et c'est vraiment une synergie entre les ovins et les vergers. Les motivations premières qu'on retrouvait à chaque fois, c'est nettoyage des vergers à l'automne, notamment au niveau de l'herbe, ça limitait un broyage. Et aux éleveurs, c'était un gain d'autonomie à une période où l'herbe pourrait manquer. Et pour les agriculteurs enquêtés, il n'y avait pas de contrainte majeure à cette pratique, hormis pour les éleveurs une disponibilité nécessaire pour déplacer les troupeaux. On avait également réalisé des analyses d'herbe pour un peu savoir la qualité nutritionnelle au niveau de l'herbe dans les vergers. Et en fait, c'est un pâturage de bonne qualité qui est riche en azote et assez énergétique, à peu près similaire à du regain. On a également fait des observations dans les vergers. Donc là, c'est des vergers qui ont été pâturés avant la chute complète des feuilles. Donc vous voyez donc en haut à gauche, 2 vergers où on voit que les feuilles ont été mangées à peu près jusqu'à 1 mètre de hauteur, parce qu'on est quand même sur des races de brebis, majoritairement Mérinos et Préalpes, qui sont un peu plus hautes que les brebis présentées par avant. On observe quand il reste des feuilles, donc les brebis elles ont tendance à manger jusqu'à 1 mètre de hauteur, et il peut avoir des fois quelques dégâts sur les bourgeons, comme sur la photo que vous voyez à droite, où on voit au bout le bourgeon terminal a été grignoté. Et également, il peut y avoir des fois des petits dégâts sur les lignes d'arrosage, sur les microjets, notamment quand les brebis passent dessous. Donc, par rapport aux arboriculteurs qui pratiquent qui font pâturer, pour eux, c'est des dégâts tolérables et acceptables, et beaucoup moindres que par rapport aux dégâts qu'on peut avoir par la faune sauvage, notamment les chevreuils qui grignotent les bourgeons et les sangliers qui, l'été, peuvent venir boire au niveau des goutteurs des microjets et faire pas mal de dégâts aussi. Et du coup, suite à ces différents témoignages, et aux différentes pratiques, on a essayé d'écrire un guide pratique afin que ce pâturage puisse en fait être développé dans le département. Donc d'abord, la période pour le pâturage, on considère que c'est après la récolte jusqu'au débourrement suivant. Il y en a qui font que à l'automne et d'autres que les brebis vont passer une fois à l'automne, puis vont revenir au printemps avant le débourrement. Ça dépend les discussions qu'ils ont avec l'éleveur. Donc le pâturage, il peut être soit gardé, c'est-à-dire que l'éleveur, il passe toute la journée il passe la journée avec son troupeau et va faire pâturer en faisant avancer les brebis dans les vergers. On peut le parquer aussi, comme sur la photo. Ou sinon, on appelle ça du mix, c'est-à-dire qu'il va garder certaines périodes de la journée et parquer d'autres. Donc la durée de pâturage, c'est vraiment en fonction de la quantité d'herbe qu'il y aura dans les vergers et du nombre de brebis. À la louche, c'est avec les différents témoignages, on a considéré qu'en général, c'est des troupeaux de 400 brebis, à peu près, elles restent 5 heures sur un demi-hectare, grand maximum. Voilà, c'est un ordre d'idée, c'est pas forcément c'est ce qui a été discuté lors des différents travaux de groupe qu'on a fait. On peut faire pâturer donc les vergers avant la chute des feuilles ou après. Et après, on voit quand même souvent, une fois la chute des feuilles passée, ça limite quand même beaucoup les dégâts qu'il peut avoir sur les branches fruitières. Par contre, ce qui est bien, c'est d'anticiper la date de broyage de l'herbe au niveau des interrants avant la récolte, parce que souvent en arboriculture, les arboriculteurs, ils vont broyer l'herbe avant la récolte pour pouvoir faire passer les ramasseurs, pour pas que les ramasseurs aient de l'herbe jusqu'en haut, jusqu'en haut des genoux, et notamment aussi pour faire passer les palox, pour pas que les palox se salissent, pour derrière améliorer la conservation des fruits. Donc là, ce qui est bien, c'est d'anticiper le broyage, au lieu d'être juste avant la récolte, de le faire 15 jours avant, pour que justement l'herbe commence à repousser et avoir plus d'herbe disponible après pour les animaux quand ils arrivent.
Un des points importants pour l'éleveur, c'est vraiment de faire attention de sortir les brebis dès qu'il n'y a plus d'herbe, parce que c'est là aussi on constate quand il y a à la fois des feuilles et qu'il manque d'herbe, les animaux ont tendance vraiment à plus se nourrir des feuilles. Et aussi, pas de brebis sous la pluie dans les vergers, ayant encore des feuilles de la même façon, parce que comme les brebis, quand c'est mouillé, elles souillent, elles salissent vraiment l'herbe, elles ont tendance, dans ces cas-là, à aller au plus simple, et dans ces cas-là, un peu se nourrir des feuilles. Oui, et ce qui est important, c'est de ne pas pâturer les jeunes vergers, puisqu'ils sont beaucoup plus fragiles en termes le temps que le verger s'installe. Et si jamais il y a des gens qui veulent pratiquer sur des nouveaux vergers le pâturage à l'automne, ce qui est bien, c'est de remonter un peu la hauteur du fil de fêtage à 1 mètre, 1,10 m, parce que les filets qu'on voit, ils ont une hauteur de 90 cm. Et notamment quand on a des grandes longueurs de vergers qui peuvent des fois faire 200 ou 300 mètres de longueur, il faut que l'éleveur puisse facilement couper la parcelle en plusieurs morceaux et pouvoir traverser le verger en perpendiculaire. Donc quand on remonte le fil de fêtage, ça permet aussi le travail de l'éleveur pour traverser les vergers. Dans le guide des bonnes pratiques, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'intervention quelques jours avant l'arrivée des animaux. Et notamment, au niveau des vergers, nous, on travaille beaucoup avec de la mise en réserve, c'est-à-dire on fait des apports de minéraux qui peuvent être du zinc, notamment du zinc, et de l'azote. Et du coup, là, c'est bien de faire en sorte de faire soit vraiment en amont de l'arrivée des animaux, donc ou de les décaler, soit de le faire une fois qu'ils sont passés, si c'est au moment où il y a encore des feuilles. Ce qui est bien aussi, c'est que la zone de repos pour la nuit soit en dehors des vergers, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des parcelles à côté, ou notamment de prairies ou autres, pour que les brebis puissent passer la nuit en dehors des vergers. Ça limite, c'est mieux pour elles en termes de gestion. Pour les éleveurs, le gros avantage, c'est que c'est vraiment une augmentation des ressources fourragères. Et pour les arboriculteurs, c'est vraiment une réduction des passages. On gagne notamment en passage pour le désherbage mécanique, pour le broyage des feuilles, parce qu'avec le piétinement, ça facilite la dégradation quand elles sont tombées des feuilles. Et ça limite aussi, notamment tous les personnes qui font pâturer les vergers, qu'elles soient notamment conventionnelles, ne font pas de désherbage chimique à l'automne. Elles économisent ce passage. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait un engagement et un respect pour une entente des deux côtés. Et vraiment qu'ensemble, qu'ils établissent vraiment les attentes de chacun et les accords de confiance. Parce qu'on voit très bien que l'acceptation, notamment des dégâts, n'est pas forcément la même d'un arboriculteur à l'autre et qui ne me demande pas forcément le même pâturage. Il y en a vraiment qui demandent des fois du surpâturage pour vraiment avoir de l'herbe vraiment très très rase et qui soit vraiment mangée au maximum. Et donc là, cette personne-là, par exemple, accepte un peu plus de dégâts limités, toujours bien limités, hein, sur les arbres. Et il y en a d'autres qui veulent le moins de dégâts possible. Donc du coup, derrière, la gestion de l'herbe, on les sort beaucoup plus rapidement. Mais ça, c'est vraiment une entente entre l'éleveur et l'arboriculteur pour qu'ils travaillent vraiment de concert ensemble. Et nous, ce qu'on a été très satisfait par rapport à ça, c'est que derrière, il y avait un éleveur qui cherchait justement, parce qu'il n'avait pas forcément de bâtiment l'hiver, il cherchait à avoir des zones de pâturage et il s'est organisé sur la zone à pâturer presque tout l'hiver sur les vergers dans notre zone. Et pour aller plus loin, donc là, au niveau national, il y a un projet qui est en place, c'est le projet ESPER, qui est un projet de diffusion justement par rapport à la réintroduction des animaux dans leur exploitation. Ce projet a été attaqué en janvier 2024, le réseau Défi en participe. Et s'arrête en juin 2025. Et là, typiquement, il y a un questionnaire au niveau national justement pour les personnes qui sont intéressées pour faire pâturer des surfaces complémentaires, et notamment tout ce qui est arboriculture, viticulture et horticulture, maraîchage. Et enfin, il y a 2 projets qui sont terminés, pareil, sur la même thématique, c'est le projet des passes et le projet BrobiLink. Vous aurez tous les liens normalement dans le chat. Merci. Merci Julie. Alors effectivement, vous pouvez retrouver tous les liens, donc le lien du questionnaire du projet ESPER et des projets terminés dans le chat à l'instant. Merci beaucoup Julie pour ta présentation. C'est le moment où vous pouvez à nouveau poser vos questions.
Donc bien dans l'onglet Q et R et pas conversation. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Julie. Première question, Julie. Pensez-vous qu'il n'y a pas de risque d'intoxication des ovins par le cuivre, surtout étant donné qu'il est très utilisé dans les vergers? Et quel est exactement le rôle du zinc? Alors le zinc en arboriculture, c'est vraiment un minéraux des fois qui manque au niveau des arbres et qui a besoin au niveau de la mise en réserve pour que les arbres aient tous les minéraux nécessaires par la suite. Et au niveau du cuivre, on a fait des analyses justement de résidus de cuivre dans l'enherbement et c'est bien de ça, de ce que craignent les animaux. Parce que les animaux, la dose de toxique, c'est 15 mg par kilo d'herbe et on était à 1 ou 2 mg, donc il n'y avait aucun risque de toxicité par rapport à ça, notamment au cuivre. Et ensuite, on avait aussi beaucoup de présence de molybdène. Et le molybdène, quand on lit en bibliographie, le molybdène aurait une action neutralisante du cuivre aussi. Donc, l'un dans l'autre, enfin voilà. À la fois les petites doses de cuivre qu'on a trouvées et l'importance du molybdène présent aussi dans l'herbe permet de dire que pour nous, il n'y a aucun risque que les brebis pâturent les vergers. Aussi bien en bio qu'en Merci. conventionnel. On a fait les analyses dans les deux types de parcelles. Merci, Julie. On te demande si tu peux remontrer la slide du guide pratique, s'il te plaît. Laquelle, la première ou la deuxième? Non, je pense... Ah oui, je sais pas. Il y en a deux, c'est pour ça. Et petite question, du coup, est-ce que ce guide pratique, vous l'avez rédigé, si j'ai bien Oui, compris? voilà. Oui. Est-ce que ce guide pratique est accessible quelque part? Là, on est en train de refaire la mise en page justement pour qu'il soit plus facilement diffusable. C'est juste un Word tout simple. Là, on est en train de refaire Ça la mise en marche. page. J'espère qu'il sera disponible d'ici la fin du mois. Super. Et Et ça sera sur est-ce que notre les... fiche, sera sur notre page groupe. Super, parfait. Voilà, donc j'espère, je ne sais pas quelle est la personne qui a demandé ça, mais est-ce que c'était bien cette slide-là? J'espère. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Julie. Ah oui, alors c'était bien la slide, donc super. Merci Julie. Autre petite question, Julie. Donc, tu dis que ces pratiques ont été remises au goût du jour. Ça fait combien de temps que vous avez un peu prospecté auprès des différents arboriculteurs du coin? On a prospecté en 2018 et notamment, par exemple, dans un de mes producteurs du groupe, il y en a un qui disait, il n'avait pas envie du tout de faire pâturer. Et là, depuis 1 ou 2 ans, il a attaqué. Pas sur toutes ses D'accord. parcelles, mais sur une partie de ses parcelles. Donc c'est quelque chose qui commence vraiment à être, on va dire, diffusé et transféré de façon assez large. Et puis je pense qu'à force, les gens ils discutent et s'il y a une parcelle et il pâture sur une parcelle, l'éleveur va demander à qui appartient la parcelle à côté, et autant il contacte l'arboriculteur pour savoir s'il peut le faire ou pas. Voilà. Super, merci. Autre question, y a-t-il une organisation particulière pour faire le lien entre éleveurs et arboriculteurs, par exemple style association, ou comment se mettent-ils en relation? Bah, des fois, ils passent par la chambre, mais sinon, c'est souvent de bouche à oreille entre eux. Il y en a un qui pâture. Après, il y a beaucoup aussi de voisins. Comme je vous ai montré au tout début, on a quand même beaucoup d'animaux aussi dans les zones de verger. Et des fois, c'est des voisins qui ont des animaux qui font pâturer dans les vergers autour. Il y a aussi ça. Voilà. Mais après, le souci, c'est que si jamais il y a un éleveur qui descend un troupeau, faut qu'il c'est un coût de descendre un troupeau parce que des fois, ça peut être 20, 30, 40 km pour déplacer. Il faut être sûr qu'il y ait suffisamment de zones de pâturage pour pouvoir rester 1 mois et demi à minima. Merci. Une question qui revient plutôt sur l'organisation entre éleveurs et arboriculteurs. Pourquoi aucun arboriculteur n'a son propre cheptel, comme ce sont des pratiques assez anciennes? Parce qu'en fait, les exploitations sont spécialisées soit en arboriculture, soit en élevage. Je vais en avoir peut-être une seule qui a encore de l'élevage et de l'arboriculture. Mais c'est conjoncturel. Les exploitations sont spécialisées parce que les investissements ne sont pas les mêmes. En arboriculture, c'est quand même des gros investissements. Donc,
Et énormément de main-d'œuvre aussi et de temps à avoir à disponible pour les arbres. Et au niveau des animaux aussi, des fois il y a des périodes aussi quand il y a l'agnelage où il y a besoin de temps, et ça peut être des périodes qui soient similaires aux besoins en arboriculture. Donc des fois, c'est pas forcément compatible par rapport à la gestion correcte des deux ateliers. D'accord, très bien. Tu parlais dans ton guide de bonnes pratiques, tu conseillais de ne pas laisser les brebis la nuit dans le verger Mm. et donc la question c'est pourquoi? C'est une question à la fois, si jamais à un moment, enfin, normalement elles chôment la nuit, donc il n'y a pas trop de risques. Il y en a, ça se passe très bien, mais on préfère le conseiller de les sortir, c'est que si jamais le matin, enfin, l'éleveur par exemple peut tarder à les sortir, le temps qu'il arrive et tout ça, c'est pour limiter aussi potentiellement les dégâts. Mais après, si on est sur une très très grande parcelle avec peu de brebis et qu'il reste suffisamment d'herbe, elles peuvent passer la nuit, ça, y a pas, ça gêne pas. Mais faut vraiment à chaque fois prendre en compte la gestion de l'herbe et le nombre de brebis par rapport et ce qui reste sur la parcelle. Très bien. Autre question, est-ce que certains arboriculteurs ont aussi essayé l'association fruitier avec des poules? Et si oui, quel retour? Alors là, il faudrait mieux directement regarder le projet d'EPAS. Nous, personnellement, je ne l'ai pas travaillé dessus, mais je sais que le projet d'EPAS, il y avait un arboriculteur qui avait testé des poules, justement, comme système. Mais j'ai pas, là, honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre. Alors n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je pense qu'on est arrivé, au bout de vos interrogations. Bon, en tout cas, Julie, merci beaucoup pour tes réponses. Écoutez, je pense que, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, à chacun d'avoir suivi ce 12e épisode. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ce webinaire a répondu, au maximum à toutes vos questions. Vous avez, les coordonnées de Julie et de Célia, à la fin de leur présentation, si vous avez des questions à leur poser. Vous trouverez aussi leurs contacts sur leur page groupe. Je rappelle qu'on a bien partagé les liens de leur page groupe sur Ecophytopic dans le chat, ainsi que, les liens vers les différentes productions en lien avec, l'éco-pâturage en culture pérenne. Je rappelle que ce webinaire sera rediffusé sur YouTube. Si vous êtes inscrit via, le formulaire, vous recevrez normalement le lien par mail dans les prochains jours. Je vous invite enfin à rester, connectés pour, avoir, prochainement la date du prochain webinaire et le sujet du prochain webinaire Défi-Ferme, les liens, d'inscription, arriveront prochainement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, Célia et Julie et je vous souhaite, une très bonne après-midi.